Quelle paix pour l'Ukraine après la passe d'armes Zelensky-Trump? L'Ukraine sera-t-elle la première victime d'un réalignement des États-Unis? Les Européens se réveillent-ils trop tard pour sauver l'Ukraine? L'Europe a-t-elle les moyens de prendre en charge sa propre défense? Je vous retrouve tout de suite pour en débattre avec nos invités. Bruno Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La question israélienne, vient d'être publié aux éditions de l'Observatoire. Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Ancien colonel de marine. Des troupes de marine. Des troupes de marine, pardon. Expert militaire et historien, vous êtes vous aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, L'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas, a été publié chez Perrin Robert Laffont en 2024. Nicolas Barotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant en défense du Figaro. Cyril Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du service international et vous avez été à de nombreuses reprises en reportage en Ukraine depuis le début de la guerre. On va commencer tout de suite par un extrait, pour revoir un extrait que vous avez peut-être déjà vu, certainement, la rencontre Trump-Zelensky à la Maison-Blanche. Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Bruno Tertrais, depuis cette séquence incroyable, l'administration Trump a annoncé la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Là, on a l'impression que Donald Trump a vraiment enlevé les gants, qu'il y a une sorte de lâchage de l'Ukraine en direct devant les caméras de télévision. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il n'y a plus aucune limite au sein de l'administration? Quand même, dans le camp républicain, il y avait une tradition atlantiste, et là, on a l'impression que ces gens-là n'ont plus du tout d'influence. Alors, de toute façon, Donald Trump n'a par définition pas de limite. Le camp républicain, vous avez raison de le rappeler, est très divisé sur la question ukrainienne. Il y a beaucoup de républicains qui, sans le dire ouvertement, publiquement aujourd'hui, voudraient pouvoir soutenir l'Ukraine, mais ils sont tétanisés, ils n'osent pas contredire Trump, ils sont comme hypnotisés. Pourquoi ? Parce qu'ils lui doivent une partie de son pouvoir, et parce que l'homme impressionne tout le monde, et parce qu'ils ont peur de lui, tout simplement. La lâcheté des républicains est quelque chose qu'il faudra... et il y aura des livres d'histoire à écrire sur le sujet. Revenons à l'essentiel. Là, la séquence que vous avez montrée, c'est une séquence de télévision, justement, parce que Donald Trump le dit, c'est destiné d'abord au public américain et ensuite seulement à Zelensky. Alors, ce qui s'est passé, c'est effectivement la suspension, l'annonce de la suspension de l'aide militaire américaine. Alors, l'aide militaire, c'est pas un bouton sur lequel on appuie on/off, oui, non. Ça sera plus compliqué, mais il n'y aura plus de nouvelles. Alors, je ne sais pas si ça sera de nouvelles livraisons ou de nouvelles commandes à l'industrie. Nous verrons. Toute l'aide militaire n'est pas supprimée. L'aide du renseignement, par exemple, qui est absolument cruciale pour l'Ukraine, et je pense qu'on y reviendra, à ma connaissance, n'est pas concerné. Ce dont il s'agit, c'est tout simplement de continuer à faire pression sur Zelensky jusqu'à ce qu'il s'excuse, qu'il signe le fameux accord sur les ressources de l'Ukraine qu'il a toujours dit qu'il pouvait encore signer. Voilà, c'est de la pression politique et psychologique sur Zelensky, essentiellement. Michel Goya, Trump, dans cette séquence-là, dans cette rencontre à la Maison-Blanche, dit à Zelensky « Vous n'avez pas les cartes en main ». Ça veut dire qu'il va lui imposer une paix aux conditions de la Russie? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que l'Ukraine l'acceptera? C'est ce qu'il souhaite, en tout cas, oui, bien sûr. Trump veut une paix, une forme de paix, un cessez-le-feu au moins, le plus vite possible. Et pour cela, il est prêt à le faire, effectivement, aux conditions de la Russie. Tout son discours, même dans cet extrait, où vous allez un peu plus loin, il reprend intégralement les éléments de langage de la Russie, sans même les vérifier. Ça, visiblement, ça ne l'intéresse pas forcément. Ce qu'il veut, c'est absolument que les choses s'arrêtent en Ukraine et que
que les Américains se désengagent de ce dossier qui est considéré comme un poids mort pour eux, voire quelque chose qui les pénalise dans l'ambition, en tout cas, de nouvel ordre mondial ou de nouvelles relations, au moins, avec la Russie. Dans ce cadre-là, Zelensky, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, et c'est lui qui empêche les bonnes choses de se faire. Donc c'est sur lui que porte évidemment la pression, pour ajouter une animosité peut-être personnelle aussi sur l'individu. Dans le discours, dans cet extrait, en réalité, il est beaucoup plus question de politique intérieure américaine que de l'Ukraine, en réalité. Le nom de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, il apparaît 3 fois dans les minutes qui... Oui, il faut peut-être rappeler pour les gens qui ne sont pas au courant que lors du premier mandat de Donald Trump... Oui, le fils Biden qui faisait des affaires effectivement un peu louches en Ukraine, Donald Trump voulait s'en servir pour attaquer Joe Biden, tout simplement, et Zelensky a refusé, Volodymyr Zelensky aussi, les autorités ukrainiennes en tout cas, ont refusé de l'aider dans ce sens. Et donc, depuis, il a gardé une grande animosité, quoi. Et dans ce discours... Ça transpire. Oui, ça transpire. Et c'est Vance qui dit, en gros, si la guerre a eu lieu, c'est parce que Joe Biden a dit du mal de Vladimir Poutine. Il faut quand même voir le niveau du débat. C'est même pire que ça, juste un petit mot. Ouais. Dans le récit trumpiste, c'est-à-dire Trump lui-même et ceux qui sont autour de lui, Zelensky, c'est un clone corrompu et cocaïnomane. Oui. Je n'emploie pas ces termes à la légère, ce sont exactement les termes qui sont martelés depuis 1 an et demi dans le camp trumpiste. Pas chez tous les républicains, mais dans le camp trumpiste. Et qui reprennent assez largement la rhétorique russe à son sujet. Absolument. Oui. Venant de Vance, le cocaïnomane, ça a une certaine saveur. Mais bon, passons. Nicolas Barotte, est-ce que les Européens ont les moyens de prendre le relais de l'Amérique si elle suspend durablement son aide? Qu'est-ce qui leur manque Alors, clairement, non. Même si les Européens ont fait beaucoup d'efforts depuis 3 ans pour augmenter leur cadence de production, pour augmenter leur budget militaire, il y a des éléments clés qu'ils ne peuvent pas fournir aux Ukrainiens. Le meilleur exemple, c'est les Patriotes. La défense aérienne de l'Ukraine, c'est un élément qui est clé. L'Ukraine est équipée de Patriotes qui ont été livrés par les Américains. Les Européens n'ont pas ces missiles-là à leur fournir. Donc si l'aide américaine s'arrêtait, à moyen terme, l'Ukraine pourrait être en difficulté pour protéger son ciel. Il y a toute une série de productions aussi d'armements massifs. Et les Européens ne sont pas encore équipés pour remplacer l'aide que les Américains fournissaient, même en termes d'obus, même si l'année dernière, les Européens ont fait un effort, la production américaine est quand même plus importante. Et ensuite, il y a tout le flou sur qu'est-ce que ça veut dire réellement arrêter l'aide. Est-ce que c'est seulement les livraisons et les 4 milliards qui n'ont pas encore été totalement commandés par l'armée américaine pour fournir des éléments aux Ukrainiens? Est-ce que c'est même stopper ce qui est en cours de livraison, parce que les livraisons américaines sont échelonnées sur plusieurs années, on pourrait aussi les stopper? Est-ce que ça va plus loin même? On parle du renseignement. Si Trump fait pression sur Kiev, il peut très bien dire eh bien, je vais arrêter de fournir des dossiers d'objectifs pour mener la guerre. Et ça, les Européens ne sont pas en mesure de remplacer les Américains pour ce soutien de renseignement de conseil à la conduite de la guerre et qui est l'élément clé pour Kiev sur le terrain. Et Musk, est-ce qu'il peut décider d'arrêter Starlink? Sans Starlink, on ne peut pas faire grand-chose sur le front ukrainien. On peut faire beaucoup de choses sur le front sans Starlink, mais Musk peut effectivement arrêter Starlink quand il le veut. Si vous voulez, aujourd'hui, moi ça me fait un petit peu penser à l'Empire romain, puisqu'on parle de Musk. L'Amérique aujourd'hui est dirigée par un triumvirat. C'est César, Pompée, Crassus, donc il y a Trump, et il y a Vance, et il y a Musk. Je crois que c'est Crassus qui avait financé d'ailleurs la campagne électorale de César. C'est 3 hommes qui sont au pouvoir et qui ont l'impression qu'ils peuvent agir sur tous les leviers de l'Amérique pour réarranger le monde à leur guise. Et ce comportement de Donald Trump qu'on voyait tout à l'heure, c'est très trumpien, mais ça dit aussi beaucoup de choses sur l'idée selon laquelle, finalement, ils estiment que c'est leur moment et qu'il suffit qu'ils disent tu arrêtes la guerre pour que ça se produise. Ce n'est pas seulement de la pression psychologique. Je pense que Trump croit vraiment qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut de Zelensky. À mon avis, c'est mal connaître Zelensky. Et sur Musk, il y a un vrai sujet, un dilemme même pour les Américains, c'est que Musk, déjà, durant la guerre, avait déjà voulu s'immiscer dans le cours des choses.
Donc ça montre bien la problématique d'un entrepreneur richissime qui cherche à influencer la bataille. Mais Musk est confronté à un problème, c'est que s'il coupe Starlink sur le terrain, il y a des conséquences, mais y compris pour son business, pour son commerce. C'est que le signal envoyé au monde entier, ça veut dire que si on achète Starlink, on peut être coupé du jour au lendemain sans aucune justification. Et donc on a bien aussi là une difficulté pour Trump, c'est qu'il peut menacer de couper les choses sur le terrain en Ukraine. Le faire, c'est un peu plus compliqué quand même en réalité. Et ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que je crois que dans la poche de la région de Koursk que les Ukrainiens occupent donc sur le territoire russe ils ont testé un nouveau système depuis plusieurs mois, les Ukrainiens ne sont pas en mesure d'utiliser Starlink parce que Elon Musk s'est opposé à ce que ce dispositif soit utilisé sur le territoire russe. Et donc les Ukrainiens disent qu'ils sont en train de développer ou qu'ils ont commencé à développer un système alternatif dont ils reconnaissent qu'il n'est pas tout à fait aussi efficace que Starlink, mais qui, disent-ils, pourrait constituer un plan B dans l'hypothèse où Musk débrancherait la prise à un moment. Parce que Michel Goya, concrètement, on dit que c'est une guerre de drones, la guerre en Ukraine. Des drones sans Starlink, ça fonctionne ou c'est compliqué? Oui, ça peut fonctionner, bien sûr. Vous avez des drones qui sont maintenant autonomes ou des drones qui sont pilotés à distance. Ce qu'on appelle les drones, la plupart d'ailleurs, sont pilotés à distance par une personne avec une liaison GPS. Alors on pourrait parler aussi du GPS qui pourrait éventuellement être brouillé, coupé. Mais non, on peut s'en passer. Mais globalement, de manière générale, les Ukrainiens, évidemment, ont besoin de l'aide matérielle et immatérielle américaine. Mais ils sont beaucoup plus autonomes qu'ils ne l'étaient dans le passé. Ils produisent à peu près un tiers de tous leurs équipements, c'est eux qui le produisent. Un gros tiers vient... Ils peuvent monter en puissance encore, ils ont des capacités oui, de c'est faire ce qu'ils plus. font. On parlait des drones, ils sont en train de fabriquer des drones par millions maintenant. Ouais. C'est quoi, 3 millions par an? Oui, c'est absolument colossal. Et les drones sont devenus leur arme principale. La majorité des pertes russes sont le fait des drones ukrainiens. Il faut quand même le rappeler, beaucoup plus que maintenant que l'artillerie, d'où on a peut-être moins besoin, par exemple, des obus américains, des choses comme ça. Mais ce qui se passe sur le front actuellement, c'est qu'on a assisté en tout cas à une sorte d'équilibre quand même. Il y avait l'offensive russe commençait à patiner très largement, à peiner. On assistait même plutôt à parfois des contre-attaques ukrainiennes, ce qui n'était pas envisageable il y a encore quelques temps. Donc on assistait plutôt à un équilibre des forces. Alors les Ukrainiens sont fatigués, épuisés de la guerre, mais les Russes aussi. Et ce qui est en train de se passer, c'est que en gelant en tout cas cette aide, le rapport de force peut à nouveau effectivement rebasculer en direction des Russes. Alors pas tout de suite, hein, ça a des effets. Ils ont encore des stocks de matériel américain, ils ont un certain nombre de choses et les effets peuvent être visibles dans quelques semaines en réalité. Mais en réalité c'est un nouveau cadeau qui est donné à Vladimir Poutine dans cette affaire. Alors, quelle est la réaction en Ukraine, Cyril? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent quand même que peut-être que Zelensky est allé trop loin, qu'il a fait un peu une erreur tactique, qu'il aurait dû être moins offensif pendant cette rencontre? Alors, je pense que dans un premier temps, vendredi soir, ce week-end, il y a eu un effet de sidération en Ukraine comme dans le reste du monde, de colère aussi, et puis je crois qu'il y a eu un réflexe d'union sacrée, en fait, qui rappelle d'ailleurs un peu l'union sacrée qui s'était manifestée au tout début de la guerre. Zelensky, en février 2022, n'était pas un personnage qui faisait consensus dans la société ukrainienne. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, à ce moment-là, la société s'est vraiment soudée autour de son dirigeant qui a impressionné tout le monde par le courage avec lequel il a décidé de rester et de faire front. Et puis, au fil de ces 3 ans de guerre, cette union sacrée s'est étiolée. Le débat politique s'est reconstruit, recréé. Les critiques se sont structurées contre Zelensky, à qui on a reproché certains de ses choix dans le domaine militaire, politique. Plus récemment, on lui a même reproché une sorte de dérive autoritaire, à laquelle d'ailleurs Donald Trump a fait indirectement référence en le qualifiant de dictateur récemment. Et là, on a eu le sentiment que ce week-end, face à la violence de la charge dont il a été la cible dans le bureau ovale d'une part, et à la dignité, il faut bien le dire, avec laquelle il a réagi dans une espèce de sursaut d'orgueil, on a le sentiment que la société ukrainienne s'est réunie autour de lui. Maintenant, il y a aussi beaucoup de peur et d'incertitude face à l'horizon qui se décide, celui d'une remise en cause de l'aide américaine.
Et donc, beaucoup d'Ukrainiens réfléchissent aussi. Alors pour l'instant, ça se fait de manière plutôt discrète, mezzo voce, mais réfléchissent peut-être à la façon dont Zelensky a préparé cet entretien avec Trump. Est-ce que c'était pertinent d'y aller sans traducteur? Est-ce que c'était pertinent de contester par sa gestuelle, par sa parole, de contredire de manière aussi flagrante le président des États-Unis? Le problème, c'est que, quand bien même ce serait souhaitable, ce n'est pas forcément très simple de débrancher Zelensky comme ça, de lui trouver un remplaçant. Donc je pense que les dirigeants ukrainiens se sentent un peu... Il faudra des élections si on veut se débarrasser de Zelensky, il faut organiser des élections. Et ça reste le plus populaire pour l'instant. D'autant plus que, sauf erreur de ma part, la constitution ukrainienne ne permet pas de nouvelles élections tant que la guerre... Pendant l'état d'urgence. Pendant l'état d'urgence, exactement. Mais le Parlement ukrainien, la Rada, hier, a publié un message qui m'a paru intéressant, dans lequel elle s'adresse directement au président des États-Unis pour lui dire qu'il lui semble important de renforcer le partenariat entre l'Ukraine et les États-Unis, comme si on éprouvait en Ukraine le besoin de faire parler d'autres voix que celle du président. Bruno Tertrais, Michel Goya parlait tout à l'heure d'un cadeau fait à la Russie avec la suspension de l'aide. Est-ce qu'on est toujours dans la recherche d'un accord? Est-ce que tout ça fait partie des pressions ou est-ce, parce qu'on peut avoir l'impression parfois qu'il a complètement lâché et qu'il ne cherche plus un accord de paix. Est-ce qu'on en est où? Je ne crois pas qu'il ait lâché l'affaire. Alors effectivement, cadeau, je peux vous dire qu'en ce moment, à Moscou, c'est champagne de Crimée à tous les repas en ce moment. Le champagne étant un faux champagne, naturellement, nous sommes en France. Non, je crois qu'il est maintenant que Trump s'est engagé dans cette voie, il ne va pas se dédier de sitôt. Autrement dit, c'est pas parce que par le passé, je pense notamment à la Corée du Nord, vous vous souvenez, pendant son premier mandat, il peut être obsessionnel sur un dossier en se disant « je vais faire l'histoire, je vais changer le cours des choses », et puis ça ne marche pas, il abandonne. Non, là on a quelque chose de central pour lui, pour au moins quelques semaines. Si à l'été, il n'y a toujours pas d'accord de cessez-le-feu ou a fortiori de paix, peut-être qu'il pourrait changer de braquet. Avec Trump, tout est possible. Ce qui est central pour Trump, ce n'est pas la paix, c'est le cessez-le-feu. Et c'est bien la différence entre les États-Unis d'un côté et l'Europe et l'Ukraine de l'autre. Parce que le cessez-le-feu, en soi, ce n'est pas grand-chose s'il n'y a pas un accord de paix. Et il n'y aura pas de troupes européennes en Ukraine s'il n'y a pas un véritable accord de paix, c'est-à-dire un cessez-le-feu durable. D'où la manœuvre proposée par les Européens et annoncée par Emmanuel Macron d'une trêve partielle qui créera un espace de négociation. C'est une longue manière de vous dire que je ne pense pas du tout que Trump lâche l'affaire de sitôt. Et bien évidemment, il y sera encouragé par Moscou qui, de son côté, va le féliciter pour ses efforts en faveur de la paix. Et ça, Trump, il adore ça. Un de ses objectifs, c'est le prix Nobel de la paix, paraît-il. Donc, ça va continuer. Alors, on va regarder tout de suite un autre extrait d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans un style assez différent de celui de Donald Trump. This will help member states to pool demand and to buy together. And of course, with this equipment, member states can massively step up their support to Ukraine. So immediate military equipment for Ukraine. This approach of joint procurement will also reduce costs, it will reduce fragmentation, but it will increase interoperability and of course strengthen our defense industrial base. Bruno Tertrais, il s'agit d'une annonce à l'approche du Conseil européen de jeudi. Est-ce que les Européens ont la volonté et les moyens de monter en puissance et de faire plus Je laisserai mes collègues répondre sur ce point très précis sur lequel ils ont peut-être davantage d'expertise. Mais ce qui est intéressant, c'est le moment politique. Ursula von der Leyen annonce des choses qui étaient déjà en gestation, que l'on attendait. Elle fait cette annonce aujourd'hui entre la réunion de Londres et le conseil informel qui se tiendra jeudi. Très clairement, là, l'effet d'annonce s'adresse aussi aux États-Unis. À l'Ukraine, bien sûr, mais aux États-Unis.
c'est une manière de montrer, parce que Ursula von der Leyen ne veut pas rompre les liens transatlantiques, une manière de montrer que là, effectivement, l'Europe va aider les Européens à faire davantage pour leur défense. Et il y a un certain nombre de tabous qui sont en train de tomber, c'est ça l'accélération de l'histoire. Et quelque part, on peut remercier Donald Trump de nous avoir poussé, forcé à prendre davantage en main nos responsabilités. Donc il y a ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, les emprunts, les acquisitions en commun, l'utilisation des fonds européens, et puis il y a surtout ce qui va se passer au niveau national. Et là, la question c'est jusqu'où est-ce qu'on pourra aller individuellement, pays par pays, en termes d'augmentation de nos budgets de défense. Et là, je crois qu'il y a quand même pour moi beaucoup d'incertitudes. Nicolas, je crois que les Allemands prennent un peu les devants sur cette question. Il y a une démarche qui est en cours au Bundestag. Alors, l'élection de Friedrich Merz, qui a remporté les élections au Bundestag il y a quelques semaines, fin février, change les choses quand même en Allemagne et en Europe. Parce que sa volonté est quand même de faire un effort beaucoup plus conséquent en matière militaire. Il est beaucoup plus allant pour soutenir l'Ukraine que ne l'était Olaf Scholz. Et donc il a annoncé cette volonté d'aborder un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour rééquiper la Bundeswehr, dont on sait qu'elle a beaucoup de lacunes, de déficits, de problèmes. Donc l'effort financier que l'Allemagne peut faire et aurait dû faire, surtout depuis 10 ans, Merz brise un tabou en voulant avancer. Il a brise un tabou, une règle constitutionnelle aussi. Justement, c'est qu'il doit aller assez vite pour surmonter la règle qui limite le déficit en Allemagne. Et ça, il doit l'adopter avant le changement de majorité du Bundestag, parce qu'il n'aura plus les 2 tiers nécessaires pour changer cette règle. Mais on sent qu'il y a une volonté, une prise de conscience chez les Allemands qu'il faut quand même bouger. Maintenant, il y a beaucoup d'inertie, parce que les Allemands ont conçu leur défense en dépendance avec les Américains. Donc là, il faut qu'ils renversent toutes leurs perspectives en acceptant de se rapprocher d'autres partenaires, de faire plus de choses avec les Français. Le débat sur la dissuasion, par exemple, a été relancé par Friedrich Merz. Il y a aussi une nécessité pour eux de s'investir davantage. La question des Taurus va se reposer parce que Olaf Scholz avait refusé de livrer ses missiles de longue portée par crainte de l'escalade à cause des tabous au sein de la société allemande. Merz a eu une position très ambiguë. Il a dit qu'il était prêt à le faire, il hésitait. Maintenant, on verra bien dans les discussions de coalition avec le SPD s'il peut surmonter cette barrière. Mais ce sera aussi un bon signe, justement, si les Européens sont prêts à passer le cap ou s'ils sont encore paralysés par leur réticence, leur peur, leurs inquiétudes au sein de la société allemande et européenne. Il y a beaucoup de gens qui craignent effectivement le grenage de la guerre et qui préféreraient effectivement donner des garanties, des gages à la Russie. Tant pis pour l'Ukraine si on peut préserver la paix. Donc c'est aussi ce tabou-là au sein de la société qu'il faut surmonter. Michel Goya, d'un point de vue militaire, il y a un tabou qui a un peu sauté aussi à la réunion de Londres où quelques semaines avant, dans la préparation, Keir Starmer a parlé d'une coalition des bonnes volontés, de l'envoi de troupes sur place. D'abord, ça a suscité quelques moqueries du vice-président Vance. On aimerait peut-être avoir vos commentaires là-dessus. Mais si on envoie ces troupes sur place, c'est pour faire quoi et dans quelles conditions ? En réalité, tout ça est quand même un peu flou. C'est-à-dire qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore à quoi ressemblera un cessez-le-feu, à plus forte raison un accord de paix, qu'on envisage déjà la suite. Pour parler de cette suite, évidemment, alors pour parler plus précisément de l'idée d'envoyer une force militaire sur place, il y a 2 visions qui s'opposent en réalité. Il y a une vision qui considère qu'il s'agit simplement de faire en sorte que le cessez-le-feu soit respecté et qu'une petite force d'observation ou de maintien de la paix, c'est-à-dire une force sous mandat des Nations Unies, suffirait à ça. En gros, des bataillons de casques bleus, comme la FINUL, par exemple, au Liban. Donc ça, c'est une première là pour compter les points. Oui, non, mais ça, c'est une première possibilité. Alors, c'est un peu symbolique. Évidemment, cette force ne sert à rien. Il faut être clair. Le vrai test, c'est qu'est-ce qui se passe si une division russe refranchit la ligne de front. Bon, est-ce que cette force se battra ? Non. Bon, donc, cette force, en soi, n'est en rien une garantie de quoi que ce soit. Simplement, c'est un peu symbolique. Donc, évidemment, on oublie qu'il faut quand même qu'il y ait un cessez-le-feu avant et que les Russes soient d'accord pour ce cessez-le-feu. Là, une force comme ça, à la limite, pourquoi pas, puisqu'elle ne sert à rien. En revanche, ce que souhaiteraient les Ukrainiens, bien évidemment, c'est d'avoir une vraie, ce qu'on appelle
Garantie de sécurité, c'est en gros une protection, quoi. Une protection, c'est aussi une dissuasion, c'est-à-dire quelque chose qui protège et fasse peur à la Russie et empêche ce franchissement de la ligne de cessez-le-feu par une division russe. Et là, il faut donc des vraies forces de combat avec un vrai mandat de protection, etc. Et là, soit vous le déployez effectivement en Ukraine, mais dans ce cas-là, vous créez une alliance. Vous créez une alliance militaire de fait. Vous déployez des soldats quelque part pour défendre un pays, ça s'appelle une alliance militaire. Alors les Russes vont dire, attendez, c'est pas la peine que l'on fasse la guerre à l'Ukraine pour empêcher qu'ils rentrent dans l'OTAN, si les forces de l'OTAN, même si elles ne sont pas sous cette bannière, sont en Ukraine pour la protéger. Donc non. Donc, inconcevable. Et les Russes l'ont déjà dit, on l'a déjà expliqué très largement. Et si les Russes disent non, les Américains diront non aussi, parce qu'ils veulent absolument que les Russes acceptent... Donc, il n'y aura pas de ce qu'on appelle le backstop, parce que Alors ça, c'est un autre suite. Ou alors, il y aura c'est une forme de garantie de sécurité pour les troupes qui sont sur place, le backstop, c'est ça? Oui, en termes français, on appelle ça soutien ou appui. Soutien et appui d'une force sur place. Alors, les Américains, encore une fois, ils accepteront peut-être cette force casque bleu, pour faire simple, si elle se met en place. Une force de protection de l'Ukraine, non. Non, ce ne sera pas le cas. Et d'où et puis, il ne faut quand même pas oublier aussi que cette force, il faut quand même à chaque fois un peu l'approbation des parlements, malgré tout, soit avant, soit après le déploiement, soit a posteriori, mais il faut quand même une approbation des parlements. Or, dans la plupart des pays européens, et notamment en France, il n'est pas évident qu'on obtienne cet accord pour une opération d'une telle importance et avec de tels risques en réalité. Donc, voilà, globalement, peut-être plus réaliste d'imaginer d'avoir une sorte de force. De toute façon, il faudra renforcer tout le flanc est de l'Europe militairement. Et donc avoir cette force, ces brigades britanniques, françaises, etc., peut-être en Roumanie, en Pologne, prêtes à, le cas échéant, s'il y a une crise qui se profile à nouveau, et à la demande du gouvernement ukrainien, éventuellement se déplacer en prévention en Ukraine. Ça, c'est peut-être une solution possible. Mais pour le reste, ça paraît quand même très compliqué. Dans les faits, il y a un énorme fossé aujourd'hui entre les positions, on va dire, ukrainiennes et européennes d'un côté, américaines et russes de l'autre. Les Européens et les Ukrainiens disent on est OK pour qu'il y ait des forces européennes qui servent de garantie de sécurité avec un filet de sécurité américain derrière. Les Russes disent nous, on ne veut pas voir de forces de pays de l'OTAN. Et les Américains disent pas question qu'on soit impliqués. Pour nous, la seule garantie de sécurité, je cite les responsables américains, c'est la présence des contractuels et des industriels américains qui seraient là pour exploiter les ressources de l'Ukraine. Autrement dit, attendez, le raisonnement n'est pas complètement idiot. Je pense qu'à la fin, il ne tient pas debout, mais il n'est pas complètement idiot. Le raisonnement consiste à dire, vous voyez bien ce qui se passe lorsque, au Moyen-Orient, il y a 2 ou 3 contractuels américains qui ont été tués, le président Trump, il s'est vengé. Et donc, ça va être la même chose. Ça ne tient pas debout en tant que dissuasion. Ce n'est pas parce que ça s'est fait a posteriori qu'en tant que dissuasion. La Russie, si quelqu'un pense que la Russie va être dissuadée par une équipe de gens qui font de l'extraction minière en casque léger, je ne crois pas que ce soit le cas. Est-ce que l'Ukraine va se sentir rassurée par ce type de présence? Non plus. Donc ce fossé est tel, à mon sens, qu'on n'est pas du tout, vraiment pas du tout près d'un accord, même de cesser le feu avant de parler de la paix. Et si les Européens envoient effectivement des troupes en Ukraine, est-ce que Vladimir Poutine n'aura pas la tentation de les prendre pour cible, ne serait-ce que pour enfoncer un clou entre les Européens et Washington? Je pense qu'il serait davantage tenté de grignoter, de tester les limites du cessez-le-feu, comme le font ce genre de pays dans ce genre de situation, pour voir comment les Européens réagiraient, plutôt que s'adresser directement, plutôt que de tirer sur les troupes européennes. En tout cas, c'est mon intuition au regard de ce qu'on peut connaître du comportement militaire de la Russie depuis une vingtaine d'années. Et Michel Goya, les commentaires de vente, en gros, le vice-président dit ces troupes, ils sont nuls, ils n'ont pas entendu un coup de feu depuis des décennies. Vous voulez me faire réagir Oui, ça m'a profondément énervé, effectivement, mais il faisait remarquer que, aimablement, que 791 soldats britanniques et français étaient morts aux côtés des Américains en Irak et en Afghanistan depuis 1990. Donc, en fait, je pense qu'il voulait dire que les Américains, enfin les Français et Britanniques n'avaient pas l'expérience de grandes opérations militaires de grande ampleur et qu'à eux seuls, ils auraient beaucoup de mal à le faire sans l'aide des Américains. J'ose penser que c'était dans cet esprit. Mais en tout cas, la formulation, oui, était extraordinairement maladroite de la part du vice-président, encore une fois.
Nicolas, on parlait tout à l'heure de Friedrich Merz. On a l'impression que l'Allemagne est quand même un peu hors jeu. Il y a cette initiative-là, mais ça arrive quand même au pire moment pour les Européens d'avoir une Allemagne sans vrai chancelier. Oui, mais en fait, ça va durer combien de temps pour former cette coalition ça peut varier. C'est que la dernière fois, ça va durer très longtemps pour négocier. Là, l'urgence fait qu'il peut y avoir une nécessité de s'accorder. Tout le monde a un peu conscience quand même qu'on ne peut pas passer 8 mois à discuter. Mais c'est le système allemand et c'est un peu la faiblesse des Européens. Il n'y a jamais de moment où tous les leaders sont forts en réalité. Et que là, l'Allemagne est en transition. Emmanuel Macron est quand même très affaibli en France et surtout, quoi qu'il arrive, dans 2 ans, il n'est plus président. Donc cette durée de vie, son leadership est quand même très limité. Et les autres leaders, hein, Keir Starmer, il n'est pas dans l'Union européenne, donc c'est une vraie difficulté. Et les autres en Europe n'ont pas le poids. Donc c'est le problème intrinsèque de l'Europe, de ne pas avoir de leadership. Et justement, de ne pas être capable de donner une impulsion. Et c'est aussi pour cette raison que tous les Européens s'en remettaient à la protection américaine, parce que dans ce cas-là, pour le commandement militaire, pour le leadership, il y avait une structure qui était établie, c'était l'OTAN, effectivement, et ça fournissait les structures de commandement, ça fournissait l'organisation, la logistique, parce que chaque pays est trop faible pour pouvoir prendre en charge cette dimension. Donc effectivement, là, pour les Européens, il y a une difficulté à surmonter leur division, mais il faut aussi se dire qu'on n'est pas sur une urgence de quelques semaines en réalité. C'est que, comme on l'a dit, même la Russie a quand même intérêt à faire une pause dans le conflit, parce que la Russie est épuisée économiquement, parce que ça coûte très cher en matériel, humainement, les pertes sont colossales. Donc même si Poutine est agressif dans la rhétorique, lui aussi, il va à un moment donné faire une pause, un cessez-le-feu. Et ce temps qui peut se compter en quelques années, c'est peut-être le temps nécessaire pour les Européens pour surmonter leur division, trouver des solutions, augmenter leur production militaire. Il y a un problème sur le terrain pour les Ukrainiens de quelques mois, effectivement, parce que si ils sont dépourvus de munitions, d'aide, ils pourront perdre du terrain, ils ne pourront pas tenir et gagner du temps. Il y a une faiblesse. Mais pour l'Europe, ça se compte plutôt en années. C'est que les plans des centres de renseignement européens imaginent plutôt que la Russie pourrait attaquer dans 4-5 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, on ne sait pas combien ils calculent, mais on voit bien que ce n'est pas une menace qui est imminente. Ça laisse du temps à tous les pays pour s'organiser. On a l'impression, Bruno Tertrais, qu'il y a quand même une prise de conscience dans les déclarations de Merz. Il est en rupture avec l'héritage Merkel aussi sur un certain nombre de sujets. Vous avez l'impression qu'il a l'étoffe pour devenir un peu le meneur en Europe. Lui y arrive. Macron a bientôt terminé son second mandat. Alors, je pense que Nicolas a raison. Il ne peut pas y avoir de meneur incontesté en Europe dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'Allemagne a longtemps été le meneur de fait, parce que c'est l'économie la plus importante. Mais en termes de défense et de sécurité, c'est très différent. D'ailleurs, on peut se demander comment l'OTAN fonctionnerait si les Américains s'abstenaient ou décidaient d'être en deuxième ligne. Non, je crois que Merz représente quelque chose qui est plus une évolution positive par rapport à Merkel et une rupture par rapport à Scholz. Et le comportement, la tendance naturelle de Scholz, en dépit de l'annonce du Zeitenwende, était quand même... moi, je crois fondamentalement que les gens comme Scholz, ce sont des gens qui ont vécu avec l'idée qu'on peut toujours s'entendre avec la Russie. Voilà. Et je ne pense pas que Merz, alors je ne suis pas un spécialiste de l'Allemagne, mais c'est plus intuitif ce que je vous dis, je ne pense pas que Merz soit dans cette logique-là. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'avec Merz, on va avoir un autre triumvirat, si vous voulez, avec l'Europe de Macron, Starmer et Merz. Sans oublier, évidemment, si les élections confirment... quelqu'un comme Tusk qui est tout à fait apte à s'entendre et à travailler avec ces trois-là, et sans oublier non plus Mélanie, qui elle est très différente, mais dont on aura besoin. Bref, il est important, et c'est une chance, je crois, pour l'Europe, d'avoir un trio de personnes qui s'entendent plutôt bien, même s'ils n'ont pas tous le même poids à l'intérieur de leur pays, qui ont de l'expérience, qui savent travailler ensemble. Regardez, Macron-Starmer, ça marche pas mal. Macron-Merz, je pense que ça devrait pas mal marcher. Donc, j'allais dire, dans cet océan de mauvaises nouvelles, je pense que l'Europe, une fois que Merz sera aux commandes en Allemagne, aura plutôt une constellation
de personnes qui sont des gens du moment et qui comprennent que l'Europe là, doit passer la vitesse supérieure dans le domaine de la défense et de la sécurité, parce que même en Allemagne, maintenant, on a compris qu'on ne pourrait plus compter systématiquement sur les États-Unis. La relation de défense avec l'Amérique existe encore, elle est difficile à détricoter, à supposer qu'on veuille le faire, mais en Allemagne, déjà pendant le premier mandat de Trump, Merkel disait nous savons que nous ne pouvons plus compter seulement sur les États-Unis, Merz passe la vitesse supérieure. Alors Cyril, les Ukrainiens comptent un peu là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement des Européens? Quelles sont les cartes qu'ils ont encore à jouer avec les Européens, les Ukrainiens? En fait, je pense qu'ils ont beaucoup changé, que leur perception du service, de l'aide que l'Europe peut leur apporter a beaucoup changé depuis 3 ans, au début de la guerre. Ils exprimaient beaucoup leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Les missiles anti-char Javelin et puis Henlo britanniques avaient symbolisé la résistance des Ukrainiens grâce aux moyens fournis par d'ailleurs Donald Trump à la fin de son premier mandat face aux colonnes de chars russes. Et puis, pour des raisons qu'on a rappelées, ils étaient très dépendants de systèmes de communication, de commandement, d'une logistique. Et puis, on a vu qu'au bout d'1 an, les Européens sont devenus mieux-disants sur un certain nombre de sujets, alors que les Américains, eux, exprimaient leurs réserves quand les Ukrainiens leur ont demandé de livrer des matériels plus lourds et plus offensifs. L'administration Biden a mis en avant la peur d'une escalade avec la Russie et du coup a beaucoup tardé à répondre aux demandes des Ukrainiens. Et à ce moment-là, on a vu les Européens, à la fois les Polonais, les Baltes, mais aussi les Français et les Britanniques, se porter un peu plus en première ligne. On a vu notamment sur la fourniture de missiles de moyenne portée et sur les autorisations de frapper le territoire russe avec ces missiles. Je pense que les Ukrainiens ont vu le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de la posture singulière de certains pays européens. Maintenant, Zelensky ne fait pas une confiance aveugle aux Européens. Il sait bien que leurs moyens sont loin d'être équivalents à ceux des États-Unis. Et puis par ailleurs, ils savent que les Européens, demain, peuvent se révéler aussi peu fiables que l'administration américaine, sous l'influence de partis populistes, de partis pro-russes. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, Zelensky voit tout le bénéfice de la ligne incarnée par Macron, de la mise en avant d'une revendication d'autonomie stratégique européenne plus importante. Je ne pense pas qu'il soit naïf sur ce qu'il va pouvoir en tirer. Alors justement, Michel Goya, on a vu ces déclarations de Donald Tusk qui dit c'est quand même incroyable, on est 500 millions, on a les moyens de se défendre, on est une grande puissance. Est-ce que l'Europe a les moyens de se défendre? Est-ce que c'est une puissance, comme le dit Donald Tusk? Alors non, ce n'est pas une puissance puisque ce n'est pas un État. En revanche, oui, on peut se mettre d'accord à un certain nombre pour constituer une coalition qui, elle, sera puissante. Alors, d'une manière générale, en sociologie, on appelle ça de l'inertie consciente. C'est-à-dire qu'en Europe, on voyait le problème, mais les efforts nécessaires pour tenter de le résoudre étaient tellement importants que finalement, il a fallu attendre vraiment d'être au pied du mur avant de se fracasser pour commencer effectivement à vraiment faire quelque chose. Comme toutes les annonces de Ursula von der Leyen, les annonces de financement, etc., etc. Le problème, c'est que on parle... Essentiellement, le cœur du sujet, c'est quand même de l'industrie militaire, et ça ne change pas comme ça. C'est pas parce que vous alignez un chèque que d'un seul coup, vous allez multiplier votre production par 2 ou par 3, d'autant plus que ça n'a pas été anticipé. Tout ça n'a pas été anticipé. Je vous donne un exemple. Quand la Pologne décide d'un seul coup de se réarmer très vite, elle se retourne, et où est-ce qu'elle peut trouver des équipements, ce qu'on appelle des équipements majeurs importants, disponibles? Il y a les États-Unis qui ont des stocks, et la Corée du Sud. Pourquoi la Corée du Sud? Parce que la Corée du Sud, elle, a anticipé de longue date qu'un jour, elle pourrait avoir à se réarmer très vite. Et donc, par exemple, elle a maintenu des capacités de surproduction. Alors, c'est l'État, bien sûr, qui a organisé tout ça. Là où les Sud-Coréens fabriquent 100 chars, en fait, ils pourront en fabriquer 200. Ils ont la capacité de le faire, de monter très vite en gamme. Bon, nous, non. Et donc, c'est pour ça que les Polonais... On des milliards et on sort les équipements, ça se compte en quoi? En années, en mois? Maintenant, oui, en années, oui, bien sûr. Il faut tout reconstituer un tissu. Si vous voulez,
Je prends le cas français, on a réduit notre effort de défense de 1990 à 2015. Bon, et ça s'est réduit, ça s'est concrétisé par une perte de masse opérationnelle de plus en plus importante, à tel point qu'on est tombé dans une sorte de trappe. On parlait, au début des années 90, on voulait déployer 60 000 hommes, être capable de déployer en 2015 60 000 hommes tout équipés. En 2013, on disait, bon, si c'est 15 000, ce sera déjà pas mal. Donc on a dégringolé en permanence dans nos capacités, on est tombé dans une trappe, et le pire étant qu'on a également vendu l'échelle qui aurait permis de sortir de la trappe, c'est-à-dire toutes ces capacités de réarmement, de mobilisation, on appelait ça la mobilisation avant, des stocks, des choses comme ça qui s'anticipent. Donc on ne l'a pas fait, donc maintenant, quand la mer se retire, c'est là qu'on voit ceux qui se baignent tout nus, et bien là, on voit maintenant ceux qui sont un peu nus devant le problème, et ça demandera, oui, des années et des années pour reconstituer, effectivement, ne serait-ce qu'un volume de force tel qu'il était dans les années 90. En 1990, on approchait... Pendant la guerre froide, la fin de la guerre froide, on était à 2,9, presque 3% d'effort de pourcentage du PIB comme effort de défense en France. Bon, on ne considérait pas ça comme insoutenable, malgré tout. Mais voilà, ça permettait de faire un certain nombre de choses. Il faut certainement aboutir à ce chiffre, mais c'est compliqué et c'est long pour y parvenir. Et le problème, c'est que certains pays comme la France vont avoir beaucoup de mal à monter rapidement et de manière significative à 3% ou au-delà de 3%. Dans la situation... On parle de 3,5. Mais oui, franchement, alors, je ne vois pas aujourd'hui comment la France peut monter à 3,5 du PIB sans une révolution dans ses finances publiques. Parce que même avec l'aide européenne, directe ou indirecte, même avec le fait qu'il y a une partie de la dépense militaire qui ne serait plus comptée dans la dette au sens européen, je ne vois pas comment on peut faire. Nous connaissons tous l'état des finances publiques françaises. Donc, si on veut monter à 3,5% à échéance de 10 ans, par exemple, je ne suis pas économiste, mais je crois que ce sont des règles de 3 assez basiques. On ne pourra pas continuer à financer une dette de plus en plus importante à des taux supportables pour l'économie française, aller à 3% du PIB et s'en sortir. C'est juste, à mon avis, pour la France, extrêmement difficile. D'autres pays européens pourront le faire plus facilement. Il y a un autre sujet, il y a le sujet de la masse. Effectivement, moi, je suis évidemment totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Michel Goya, mais ce n'est pas un problème de nombre de soldats. Le nombre de soldats, on les a en Europe. Donc quand on compte, si vous voulez, les très grandes masses, voilà, il y a X millions de soldats en Europe, les Américains, c'est la qualité, c'est ce qu'ils savent faire, c'est la capacité, c'est leur entraînement, les petits équipements, les équipements lourds, et c'est leur capacité à être projetés loin de leurs frontières en capacité de combat. Vous voyez, ça, c'est ça qui nous manque. C'est pas le nombre, hein, je pense que le collègue Goya est d'accord avec moi. Il manque les drones. Alors, attendez, il nous manque plein de choses en termes d'équipement militaire. Je parlais simplement mais la culture du drone qui est arrivée dans la guerre. Non, mais il nous manque les drones antiaériens, il manque... il manque plein de choses. Il manque plein de choses en réalité. Après, la question de savoir, est-ce que l'Europe peut se défendre si les États-Unis, tout d'un coup, retiraient toutes leurs forces? D'abord, ils ne pourraient pas retirer tout d'un coup toutes leurs forces. Mais travaillons cette hypothèse, parce qu'après tout, avec Trump, il faut s'attendre à tout. Alors, vous avez, il y a deux logiques, il y a deux écoles là-dessus. Il y a les gens qui vous disent, si les Américains enlèvent tout, on va mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec un effort militaire et budgétaire considérable pour pouvoir faire ce que les Américains faisaient. Bon. Il y a une deuxième école dont je suis plutôt, qui consiste à dire, ce n'est pas parce que l'OTAN a toujours fait comme ça qu'on doit faire exactement la même chose en tant qu'Européens. Peut-être qu'on va trouver d'autres manières de procéder. Peut-être parce que aussi la guerre évolue. On a parlé des drones tout à l'heure. On a vu, la guerre d'Ukraine, c'est la première grande guerre des drones. Donc, se baser sur la manière dont on a conçu la défense des territoires depuis 70 ans pour imaginer la guerre possible, plutôt la dissuasion de la guerre en 2030, 2040, 2050, c'est pas forcément évident. Peut-être qu'on décidera, je sais pas, d'accorder davantage d'importance à la dissuasion nucléaire. Je sais pas. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a deux manières d'imaginer sur le papier la défense sans les Américains. Il y a une manière très simple, on remplace un matériel américain par le même matériel européen, et ça mettrait beaucoup de temps et ça coûterait très cher. Il y a peut-être d'autres manières d'imaginer ça. Moi, je crois que l'essentiel, et j'en terminerai par là, c'est d'arriver à un moment où quelqu'un comme Poutine a peur de l'Europe. On n'y est pas. Justement, c'est la question. C'est ça qui est central. Si on lui offre c'est ça qui est central. Si on lui offre un deal qui est une victoire pour lui,
quel est le danger pour les Européens? Ça veut dire qu'il va revenir attaquer les Baltes et la Pologne? Alors revenir, il ne l'a pas encore fait, cher Patrick Saint-Paul. Donc, oui, revenir pour attaquer. Oui, pour attaquer. Non, ce qu'on peut craindre, ce que la majorité des experts craignent aujourd'hui, et je dois dire que moi personnellement j'ai changé d'avis sur le sujet, c'est dans quelques années, une fois que la Russie aurait reconstruit, ça aurait réparé, si vous voulez, son armée, pour faire simple, dans quelques années, si la situation est stable en Ukraine, il pourrait soit attaquer l'Ukraine de nouveau, parce que ça reste beaucoup plus important pour lui que les pays baltes, l'Ukraine, soit éventuellement pour essayer de briser la solidarité européenne, de s'attaquer à un petit morceau de territoire, effectivement, d'un pays balte, juste pour voir comment les Européens réagissent. Est-ce que tous les Européens réagissent? Est-ce que si la Russie pénètre de 10 km en territoire estonien, tous les pays européens, comme un seul homme, disent « Ok, on part en guerre contre la Russie ». Non, je ne pense pas. Vous voyez? Donc c'est ce genre de test qui pourrait affaiblir politiquement l'Europe, qui serait une stratégie beaucoup plus habile que d'essayer d'envahir véritablement un pays européen. Après, quand vous êtes la Pologne et que vous avez vu l'Allemagne et la Russie vous passer dessus pendant des siècles, aller-retour, je comprends qu'on puisse considérer la Russie comme une menace existentielle. La France est dans une position géographique différente. Elle n'a pas de menace, elle n'est pas menacée d'entrer en guerre comme l'Ukraine l'est. Le problème pour elle, ça va être comment assurer à ses voisins, dans notre intérêt commun, qu'on va participer de manière substantielle à cette dissuasion vis-à-vis de la Russie. Cyril Louis, vous qui connaissez un peu la Moldavie et la Roumanie, on a l'impression qu'il y a des opérations de déstabilisation qui sont déjà en cours, qui préparent le terrain d'une certaine façon. La guerre a déjà commencé pour eux par une guerre hybride. Oui, en fait, en tout cas, ce qui est convenu d'appeler maintenant une guerre hybride, ça a même commencé avant pour se contenter de la période récente. À partir du moment où, après l'annexion de la Crimée en 2014 et le début du conflit dans le Donbass, l'OTAN a décidé de déployer des troupes en Pologne et dans les pays baltes. Les pays baltes ont dénoncé des opérations de déstabilisation, de manipulation, des attaques cyber très, très régulières. Ils ont dû muscler leurs capacités. Je me souviens que, par exemple, la Lituanie avait été l'objet de campagnes de fausses nouvelles affirmant de manière, sans la moindre preuve, que des soldats de l'OTAN postés dans le pays se rendaient coupables de toutes sortes d'exactions. Alors, je ne pense pas que ça ait eu un effet considérable sur l'opinion dans les pays baltes, mais les Russes se servent de ces outils depuis de nombreuses années maintenant pour essayer de fragiliser le déploiement de l'OTAN sur tout le flanc oriental. C'est vrai, cela dit, que depuis un an, les choses s'accélèrent, singulièrement en Moldavie et en Roumanie. Dans les deux pays, il y a eu ces derniers mois des élections importantes. En Moldavie, il y a eu une élection présidentielle qui a été remportée de justesse par la candidate pro-européenne Maia Sandu, après une campagne dont les autorités moldaves disent qu'elle a été émaillée de toutes sortes d'interférences opérées par la Russie. On parle de campagnes d'achat de vote dans les zones rurales, d'utilisation des réseaux sociaux à des fins de manipulation de l'opinion. Et puis plus récemment, en décembre, il y a eu cette élection présidentielle incroyable en Roumanie, dont le premier tour s'est soldé à la surprise générale par l'ascension d'un candidat qui était absolument inconnu au bataillon quelques semaines plus tôt, qui s'appelle Călin Georgescu et qui est arrivé en seconde position. De façon totalement inédite en Roumanie, tous les autres partis se sont mis d'accord pour constituer un front commun contre lui et dans l'espoir de l'emporter au second tour. Mais en fait, la façon dont certains acteurs autour de ce Georgescu avaient réussi à manipuler les réseaux sociaux pour faire, et singulièrement TikTok, le réseau social chinois, pour faire monter Georgescu, l'a porté à un niveau tel que les autres partis sont arrivés à la conclusion qu'ils ne seraient pas en mesure de remporter le deuxième tour. Et là, opportunément, la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler ce second tour sur la base de rapports des services de renseignement roumains qui montraient, alors à tout le moins, des tentatives de manipulation de l'opinion dont les dirigeants roumains sont persuadés qu'elles ont été imputables à la Russie. Nicolas, on parle d'ordre de la défense depuis des décennies, c'est une sorte de serpent de mer
en grande partie à cause des Allemands aussi. Est-ce que ça peut changer ? Ça peut changer, surtout si ce lien entre États-Unis et Europe s'affaiblit et mis en doute, parce que l'OTAN, ça fonctionne pour la défense du continent sur une base de confiance très forte. C'est l'article 5, c'est si un pays est attaqué, les autres le protègent. Sous-entendu, les Américains viennent protéger l'Europe. S'il y a un doute, dans ce cas-là, l'OTAN n'est plus aussi dissuasive qu'auparavant. Et donc les Européens, pour assurer leur sécurité, devront construire autre chose. Alors, l'Union européenne n'est pas forcément la bonne structure. Peut-être qu'il faut trouver autre chose, parce que les Britanniques sont un élément clé, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Il n'y a pas de défense du continent sans les Britanniques. On voit bien qu'il y a des pays qui ne sont pas très bénévolents. La Hongrie, voilà, elle a une relation avec la Russie particulière. Mais on voit bien que les pays nordiques, les pays baltes, la Pologne, même la France, peuvent constituer un noyau pour fournir une défense un peu plus crédible, parce qu'il y a la volonté politique, on en a parlé, parce qu'il y a des moyens financiers, parce que même si c'est extrêmement difficile, l'Europe est un continent qui est riche, donc il y a de l'argent qu'on peut trouver pour financer sa défense. Et tout dépend effectivement de la volonté politique qu'on pourra mettre dans la construction de ce projet. Et donc, revoir des plans de défense, repenser une architecture, et réfléchir aussi à la guerre que la Russie pourrait mener. Effectivement, on n'est pas dans la guerre froide où on se prépare à l'invasion des troupes russes sur le continent. C'est un peu différent. Je crois qu'il y a 3 scénarios très différents. Le premier scénario, c'est en gros l'OTAN demeure, même si les Américains sont moins allants et prennent une place moins grande dans la défense conventionnelle de l'Europe. Il y a le deuxième scénario où en gros, les Américains disent « écoutez, faites ce que vous voulez, nous on reste dans l'OTAN, mais on retire toutes nos troupes ». On ne sait pas du tout comment fonctionnerait l'OTAN. Mais à ce moment-là, dans ce deuxième scénario, l'Europe ne va pas créer sa propre structure de défense. Troisième scénario, les Américains cassent tout. Et après tout, avec Trump, il faut toujours imaginer le pire. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, la défense de l'Europe devient la responsabilité des Européens. Est-ce qu'on crée une structure nouvelle ? Probablement pas, parce qu'on a déjà l'OTAN, donc on va se servir de l'OTAN sans les Américains. Un pilier européen de l'OTAN à ce moment-là ? Non, mais il n'y a même pas... Alors, la notion de pilier de l'européen de l'OTAN, moi je ne l'aime pas du tout. Ça fait 30 ans que je l'entends. L'OTAN ne fonctionne pas avec des piliers. La question, c'est de savoir si les Canadiens et les Turcs restent. Ça, c'est important. Vous avez remarqué qu'ils étaient à Londres, à la réunion réunion sur l'Ukraine avec Starmer. C'est important. Mais est-ce qu'on recréerait quelque chose avec les Britanniques hors de l'Union européenne, alors que les structures de l'OTAN sont encore là? Non, moi je pense tout simplement que la défense de l'Europe, et non pas l'Europe de la défense, l'Europe de la défense, c'est tout ce que fait l'Europe dans le domaine de la défense, et on fait plein de choses. Là, on parle de la défense de l'Europe, la défense collective de l'Europe. Je pense que finalement, on continuerait à utiliser l'OTAN, mais sans les Américains, et ça c'est inédit, et personne ne sait comment ça marcherait, parce que Nicolas l'a rappelé, il n'y a pas de leader. Mais effectivement, les capacités que les Américains fournissent au sein de l'Europe. Et les capacités, bien sûr. Michel Goya, sans le matériel américain. Bien sûr. Michel Goya, sans le matériel américain, dans le scénario 3, l'Europe peut faire quoi? Aujourd'hui, on est quand même largement dépendant du matériel américain. Plein de choses. Effectivement, on a pris un peu l'habitude de fonctionner à l'américaine. En réalité, je reviens à ce que disait Bruno. On peut faire plein de choses, en réalité, militairement, même sans les Américains. Donc oui, il faut, en réalité, européaniser le plus possible l'OTAN, je pense. C'est comme ça qu'il faut agir et faire en sorte que si les Américains d'un seul coup disparaissaient, que l'OTAN puisse fonctionner quand même, ou si les Américains ne voulaient rien faire, que l'OTAN, après tout c'est possible, il y a on a fait des opérations de l'OTAN où certains pays, comme l'Allemagne par exemple, disaient nous on ne fait pas, nous, on n'est pas du tout. Bon là, quand c'est les États-Unis, évidemment, c'est plus compliqué. Si on voit l'exemple de la Pologne par exemple, qui est une armée qui est quasiment totalement équipée par les États-Unis, comment ils fonctionnent sans matériel américain? Alors, après oui, non, mais bien sûr, après il y a le matériel, il y a la logistique, après, il faut soutenir. Et ça, quand on a un allié qui est effectivement moins fiable, il faut faire en sorte qu'on dépende le moins possible. Voilà, mais comme disait De Gaulle, rester ami des États-Unis, mais pas remettre son sort entre leurs mains, quoi. Notre sort entre leurs mains. Je vous donne juste un exemple. Quand, au moment de
la brouille de 2003, à l'occasion de la crise sur l'Irak, sur la guerre en Irak, la brouille entre la France et les États-Unis, les Américains d'un seul coup avaient dit voilà, tiens, vous avez besoin de liquide hydraulique pour les catapultes de votre porte-avions, eh ben, vous allez essayer de vous débrouiller sans. Et sans ce liquide, ben non, on ne peut pas catapulter d'avion depuis le porte-avions, ce qui du coup est beaucoup moins utile. Donc oui, il faut faire en sorte d'être le moins dépendant possible des Américains, tout simplement, tout en restant dans le cadre de l'OTAN. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club International.